Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, ce sont des raids meurtriers. Au moins 28 personnes qui ont été abattues par des hommes armés dans l'état de Zamfara, au nord-ouest du Nigeria, l'une des séries de raids sur plusieurs villages. Et au Sénégal, le chef de l'État sénégalais Macky Sall qui a prêté serment devant le Conseil constitutionnel en présence de plusieurs dirigeants africains, dont le Nigérian Muhammadu Buhari, l'Ivoirien Alassane Ouattara et le Rwandais Paul Kagame. Et également, dans le cadre de notre réflexion radiophonique, nous reviendrons donc sur ces propos haineux avec une connotation raciste qu'on retrouve aujourd'hui sur la toile, suite à la nomination donc de la nouvelle porte-parole du gouvernement. Et de notre information donc vous seront données dans ce magazine. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Magic System, c'est comme un bon vin. Plus ça vieillit, plus c'est bon. Soudayo, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, elle s'appelle Margot. Je l'ai connue à Bordeaux. Moi je veux me marier pour avoir mes papiers. Depuis que nous nous sommes mariés, tout est mélangé. À cause des papiers, elle veut me fatiguer. Mamadou fait sortir le chien, Mamadou fait la vaisselle, Mamadou fait le marché. Au final, c'est Mamadou qui fait tout quoi. J'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, on s'est connus à la gare. C'est elle qui m'a dragué. Moi j'étais en galère, moi je voulais mes papiers. On s'est vite mariés, mais après le mariage, y'avait tous les dangers. Et j'ai subi la réalité. Mamadou fait sortir le chien, Mamadou fait la vaisselle, Mamadou fait le marché. Ah là là, l'affaire est compliquée hein. J'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, c'est la danse du sans papier. Sans papier. Sans papier. Sans papier. La danse du sans papier. Sans papier. Sans papier. La danse du sans papier. J'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, elle s'appelle Margot. On s'est connus à Bordeaux. Moi je voulais me marier pour avoir mes papiers. Et malgré tous les préjugés, l'amour s'est installé. Après toutes ces années, on a eu un beau bébé. Mamadou fait sortir le chien, Mamadou fait la vaisselle, Mamadou fait le marché. Abidjan est mieux que. J'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh
danser le sans-papier, non? Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. On vous le disait donc à l'entame, c'est des notes tristes. C'est l'actualité donc sur le continent. On va directement au Nigeria où au moins 28 personnes ont été abattues donc par des hommes armés dans l'État de Zamfara au nord-ouest du Nigeria lors d'une série de raids sur plusieurs villages. Il s'agit la dernière d'une vague d'attaques meurtrières perpétrées par des bandits armés présumés dans la région. Dans ce studio, avec nous sommes avec une jeune africaine. Elle a le sourire, c'est vrai, mais le sourire, c'est parce qu'effectivement, on est en studio. Mais dans le fond, je sais que ces nouvelles tristes qui viennent du continent ne sont pas toujours gaies. Elle s'appelle Salamata Bons. Bonsoir. Bonsoir, Juvenal. Bonsoir, tout le monde. Ah, elle est très gentille, elle dit bonsoir à nos invités. Généralement, nous avons souvent des invités qui viennent et qui disent bonsoir à Juvenal comme s'il était tout seul. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Très bien, merci. Vous êtes la responsable de l'association Makeda Saba, c'est bien cela? Tout à fait. Vous êtes venue ce soir également dans le cadre, dans la préparation du forum Jeunesse et Diaspora. Tout à fait. Et d'abord, on va découvrir votre événement, votre structure. Qu'est-ce que c'est Makeda? J'ai souvent dit Makeba, mais c'est Makeda Saba. Oui, c'est Makeda avec un D. Qu'est-ce que c'est? C'est une association étudiante qui existe depuis 1 an et 3 mois sur Lyon. Nous sommes une association féministe pour la valorisation des femmes africaines et afrodescendantes. Nous organisons plusieurs événements sur la ville de Lyon. Des événements culturels, sociaux, qui mettent en valeur toujours la femme africaine et afrodescendante. C'est vrai, quand on parle d'une structure féministe, tu as eu l'impression que c'est des femmes rebelles. Pour vous, que veut dire, quand on parle de femmes de féminisme, c'est quoi concrètement? Déjà, moi, je pense qu'il existe plusieurs féminismes. Et ça, c'est même dans notre association, il y a plusieurs féminismes, il n'y a pas qu'un féminisme qui est représenté. Du coup, je vais donner ma définition personnelle du féminisme. Pour moi, le féminisme, c'est déjà l'égalité hommes et femmes sur le point de vue économique, social et politique. Et voilà, c'est vraiment la liberté des femmes qui doit être totalement détachée de toute convention sociale, en fait. Et donc, vous êtes là ce soir pour nous parler de nous allons découvrir votre structure et vous nous annoncerez également, donc, en fait, l'événement qui a lieu le 13 avril, si je me trompe, c'est bien cela. 13 avril à 17h. À 17h, ça sera où? À Villeurbanne. Au 55 avenue Galine. Vous avez révisé vos notes. Vos camarades qui étaient la semaine dernière n'y arrivaient pas. Donc, au 52, vous avez dit où? 55. Merci. 55 avenue Galine. Avenue Galine, c'est où? À Villeurbanne. Il s'agira de quoi concrètement? Alors, c'est un forum qui est, je pense, qui est organisé, je suis sûre même, qui est organisé par le COSIM. Du coup, le COSIM nous a sollicité plusieurs associations jeunes de la diaspora qui ont répondu oui à l'appel et qui ont décidé de travailler ensemble pour la mise en place d'un forum. Et lors de ce forum, du coup, les associations, chacune va montrer sa particularité parce c'est vrai, on est l'association des diasporas, mais chacune est très particulière. On a des activités très différentes l'une de l'autre. Dans les grandes lignes, donc, qu'est-ce qu'il est prévu au programme? On y est presque, hein? Oui, on y est presque. Dans les grandes lignes, il y aura des ateliers, il y aura des stands, il y aura une conférence. Et il y aura une soirée festive, mais ça, c'est pour la fin. Donc, de manière pratique,
Parce que ce soir, en fait, on en parle. Si on en parle ce soir, et on en parlera encore mardi prochain. C'est pour donner envie à ceux qui ne connaissent pas de venir découvrir votre événement. Qu'y aura-t-il d'intéressant dans cet événement? On va y revenir dans l'émission, mais à l'entame, il est question quand même d'implanter au décor, de savoir que nous sommes avec une jeune africaine qui est venue vendre en fait cette diaspora. Dites-nous. Mais il y aura plein de choses. Il y en aura pour tous les goûts, surtout. Et c'est surtout montrer que sur la ville de Lyon, il y a des jeunes. Il y a des jeunes conscients, il y a des jeunes actifs qui font bouger les choses, qui font plein de choses, qui peuvent, qui sont engagés, qui font des choses. Voilà, on a des associations comme Génération Lumière. Justement, donnez-nous 2 ou 3 activités qui seront présentes ce jour-là. Alors, déjà, nous, notre association va tenir un atelier de lecture. Il y aura un atelier tenu par l'association Génération Lumière qui s'appelle No Congo, No Phone. Il y aura un atelier tenu par Cri de l'Enfant ça va être un atelier autour du voyage humanitaire, plus en particulièrement au Gabon. Il y aura aussi une conférence sur l'écologie, un impératif pour l'Afrique de demain. Je pense que c'est très important. Et puis, il y aura des stands où les personnes pourront découvrir des créateurs lyonnais. Et après, il y aura des animations culturelles. Il y aura vraiment un mix de tout, en fait. Bien, on reviendra dans cette émission donc sur cet événement. Pour nous, il est intéressant de découvrir Makeda. J'articule posément pour ne pas mélanger les pinceaux parce qu'il y a Mireille Makeba, la diva qui nous a laissé, qui est éternelle au panthéon de la musique africaine. Et évidemment, quand on dit Maké, on en dit Makeba, c'est Makeda Saba. Pourquoi Makeda Saba? Est-ce que cela a une signification? Oui, en fait, Makeda Saba, parce que on a pris le pronom du reine de l'ancienne Abyssinie, qui est la reine Makeda. Et comme il existe... L'ancienne Abyssinie. C'est vrai que ce qui est évident pour Salamata ce soir n'est pas évident pour tous nos auditeurs. Oui. Faites-nous un petit rappel historique. En fait, l'ancienne Abyssinie, c'est la zone qui est comprise entre l'Éthiopie et on va même dire une petite partie du côté oriental. D'accord. Et donc la reine, elle vient de cette zone-là? Oui, tout à fait. Elle y vit aujourd'hui? Elle a quel âge? Non, c'est c'est très vieux. Ça remonte à combien de temps, combien d'années à peu près? Ah, là, j'ai pas bien révisé mes cours. Ça fait très longtemps, je vais vous dire. Elle est très connue pour sa rencontre avec le roi Salomon. Du coup, ça fait très longtemps. Ça très longtemps. Donc, oui. ça bien avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, la reine Makeda Saba vient de là. Et pourquoi avoir choisi ce nom-là? Parce que on avait envie de trouver une figure féminine, une figure africaine, une figure qu'on pouvait retrouver dans plusieurs cultures. Du coup, pour nous, c'était important de s'appuyer sur l'union de toute l'Afrique. Du coup, quand on dit africaine, afrodescendante, pour nous, c'est l'Afrique du nord au sud, est et ouest. Du coup, la reine Makeda, on la retrouve aussi dans la culture maghrébine comme dans la culture de l'Afrique subsaharienne. Et voilà, elle nous plaisait bien parce qu'en fait, on s'est dit, on la retrouve dans plusieurs livres sacrés, et dans l'Ancien Testament et dans le Coran. Et aussi, on avait envie, avec Makeda Saba, de dire aux gens, on ne fait rien de nouveau. On ne vient pas avec quelque chose de révolutionnaire. Il y a eu, en Afrique et dans l'histoire de l'Afrique, des figures féminines puissante, intelligente, à la tête des peuples. On en connaît d'autres comme Cléopâtre, hein, mais elle était pas d'origine africaine. Mais voilà, c'était surtout pour ça, pour dire voilà, dans notre propre histoire, il y a ces figures-là, c'est bien de les rappeler de temps en temps. Et pour tous ceux qui nous disent vous venez avec des révolutions, avec des choses de l'Occident, on dit c'est pas tout à fait comme ça.
Voilà. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Yayo bolingo kaka soko moninga simananga obaluke et ça n'a rien coûté ça langa bien mon pepe yango na zelate luka moto ya kokani nanga oyo na kuti ya pananga ite ebele yango ya mibali oyo na moni na yo yete o serma to katana tina miswa baninga yomoto liboso baby si kopesa nonga kutu fotete beba ezali ya yo moko luka moto ya kokani nanga oyo na moni ya pona ngai te ebele yango ya mibali oyo na kuti na yo yete o mama sese bakoko baloba moto akoboma yo ya wana na yo motinde lobeli okomi nango nakopomba te ekamwisi ngai luka moto ekokani na ngai oyo namoni ya pwa na ngai te ebele yango ya mibali oyo nakuti na yo yete o pardon Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir, nous sommes ensemble encore pour une quarantaine de minutes et d'informations sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Donc, avant cette ponctuation musicale, on écoutait en fait Salamata Bans, qui est jeune étudiante afro-descendante. Elle nous annonce en fait le forum diaspora. Alors, je vais pas mélanger les pinceaux parce que elle est très studieuse, la jeune étudiante qui est venue nous annoncer ce forum. C'est forum jeunesse et comment? Jeunesse et diaspora. Jeunesse et diaspora, qui est organisé par co-organisé, on va dire comme cela, par le COSIM Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le collectif des organisations de solidarité issues de l'immigration, et en partenariat avec la jeunesse afro-descendante, en fait, qui va mettre en avant, en fait, africaine et afro-descendante. Africaine et afro-descendante. C'est vrai que il est important. Lorsqu'on reçoit Salamata Bans, on ne joue pas sur les mots, parce que c'est très important. Merci d'être là ce soir, très souriante et évidemment, on va prendre rapidement une brève sur le continent et on vous retrouve dans quelques instants. Et on va donc au Sénégal. Le chef d'État sénégalais donc a prêté serment devant le Conseil constitutionnel en présence de plusieurs dirigeants africains, dont le Nigérien Muhammadu Buhari, l'Ivoirien Alassane Ouattara et le Rwandais Paul Kagame. Évoquant donc les priorités de son quinquennat, il a promis de forger l'image d'un nouveau Sénégal, un Sénégal plus propre dans ses quartiers, ses villages et ses villes. En un mot, un Sénégal avec zéro déchet. Selon lui donc, des mesures vigoureuses seront prises pour y arriver.
Et moi, j'ajouterais Wet NC et je retrouve dans notre invité de studio, Salamata Banks. Vous connaissez l'Afrique? Ah, je connais l'Afrique très peu. Très peu. Ah, c'est une belle colle là. C'est vrai que quand on écoute une africaine, enfin une afro-descendante, elle aime bien préciser, on a le sentiment qu'elle connaît l'Afrique de fond en comble. Mais cependant, vous la connaissez à travers vos parents. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, vous êtes avec on va dire vos camarades qui ont vécu sur le continent et vous suivez l'actualité. Oui. Ce qui nous laisse entendre quand même que vous suivez l'actualité africaine. Oui. Voilà des nouvelles d'un président qui est de nouveau remis en selle pour 5 ans. Oui. Vous y croyez, vous croyez à ces promesses? Bah, à chaque fois que on voit l'élection de nouveaux présidents, surtout en Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que il faut essayer d'être confiant. J'aimerais pas trop me prononcer sur ça parce que c'est des questions assez ponctues et qu'il faudrait connaître bien. Mais voilà quoi. J'espère juste qu'un jour la jeunesse africaine sera à la place de ces dirigeants-là et qu'elle puisse bien travailler et que cette jeunesse-là, même avec ses dirigeants, puisse avoir la place qu'elle mérite. C'est vrai que ce n'est pas ce qui vous amène, mais je vais quand même vous pousser un tout petit peu à l'eau. Et j'ai envie de dire, vous qui, disons-le, hein, c'est pas un secret, et puis c'est pas péjoratif, vous êtes né, vous avez grandi ici, Oui. l'Afrique vit dans votre cœur et aussi autour de vous. Vous ne la connaissez pas, on va dire, matériellement, géographiquement, vous n'y avez pas encore séjourné très longtemps. Qu'est-ce que cela vous fait de voir cette jeunesse africaine qui se meurt, par exemple, qui est esclavagisée au Maghreb? On parle d'un sentiment. Hein. On ne vous transformera pas le temps d'une émission en une analyse des questions africaines, mais Oui. on veut quand même prendre votre ressenti. Qu'est-ce que cela vous fait de voir cette jeunesse africaine qui vient mourir au large des côtes de l'Europe? Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur et d'un moment donné, on s'est dit aussi, on est bien chanceux, nous, parce que moi, mes parents ont pu arriver à... moi, j'ai pas grandi en France, mais plutôt en Italie. Et je suis en France Et depuis vous 4 parlez ans. italien? Bien sûr. Est-ce que c'est sûr ça? Certo. Ah, bon, je ne dirai pas plus parce que moi, je ne sais pas si mon italien est aussi correct que le vôtre. Moi aussi, j'y ai vécu et je crois que je parle plutôt très bien. Mais c'est pas ça qui nous réunit ce soir. Que faites-vous? La question même ce soir est de savoir, vous qui avez, comme vous l'avez dit, la chance d'être ici, que faites-vous pour que ça puisse changer aussi là-bas? Ce que nous faisons, c'est surtout, et ce qu'on devrait faire, c'est surtout soutenir les jeunes de là-bas, sans leur donner des leçons, sans leur apprendre quoi que ce soit. Je pense que ce que nous pouvons faire, c'est vraiment les soutenir, les aider quand nous pouvons les aider, et voilà, les aider aussi à être connus et à faire entendre leur voix. C'est vrai que c'est un terrain très fangeux sur lequel j'ai poussé notre invité de ce soir. Ce n'est pas ce qui lui plaît le plus que de parler sur questions politiques. En tout cas, merci de vous être prêté au jeu. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Pour ceux et ceux qui se joignent à nous qu'à ce moment, donc, nous ce soir, nous recevons, elle s'appelle Salamata Banks, elle est responsable de l'association Makeda Saba, cette structure associative effectivement qui œuvre sur les questions du genre, elle se revendique féministe et donc ce soir elle est venue nous annoncer le forum jeunesse et diaspora des jeunes afro-descendants qui sont à Lyon. L'autre sujet donc qui défraie la chronique, et là c'est sur les réseaux sociaux, ce sont que ces propos injurieux à caractère raciste à l'égard donc de Sibeth Ndiaye, la nouvelle porte-parole du gouvernement, des propos assez violents à son encontre. Et ce qui est quand même assez curieux, c'est que la communauté, on va dire afro-descendante, semble ne pas s'en offusquer tant que cela. Je ne vais pas faire un jugement très précoce. Et donc, ce soir, nous avons le privilège d'avoir au téléphone le président du CRAN. Le CRAN, c'est le collectif représentatif des associations noires de France. Il s'appelle Monsieur Ghislain V2. Bonsoir.
Bonsoir. Je n'ai pas écorché, c'est bien Ghislain V2. Oui, je suis Ghislain V2, je suis président du Conseil représentatif des associations noires. Ghislain V2, ce n'est pas nouveau. En France, chaque fois que un membre, disons qu'une personnalité de couleur noire, je bégaye parce que c'est fort embêtant, c'est très gênant de revenir sur ce sujet de cette manière en fait, des injures assez violentes et puis la communauté noire qui devrait quand même se saisir en premier de ces questions semble absente. Comment expliquer cela? Eh bien, d'abord, il faut expliquer ça il y a un contexte historique. Il y a des manifestations politiques et il y a aussi des exemples, des exemples concrets d'actualité. Et ensuite, il faut se demander ce qu'on fait ensemble. Alors, c'est quoi le contexte historique? Le contexte historique, c'est que, initialement, en France, il faut le rappeler, hein, avant la Ve République, lors de la Quatrième République, il y avait énormément de personnes noires dans les gouvernements en France. On peut en rappeler certains qui étaient très connus, qui sont devenus des présidents importants un monsieur comme Houphouët-Boigny, par exemple, était ministre français. On a aussi des personnes comme Gaston de Montmerville, qui était président de l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas une première d'avoir des personnes noires au plus haut niveau. Mais ce qu'il faut aussi constater, c'est, vous l'avez dit récemment, on a des personnes comme Christiane Taubira, anciennement ministre de la Justice, qui a reçu des injures ignobles alors qu'elle était aux plus hautes responsabilités. On a aussi plus récemment Laetitia Avia, qui est députée des Républicains, me semble-t-il, enfin la République en marche, pardon. On a aussi Jean-François Baille, qui a reçu des menaces de mort. Donc effectivement, vous posez la question juste, c'est pourquoi est-ce que la communauté noire ne réagit pas? Donc on peut avancer deux postulats. Le premier postulat, c'est de dire, bon, la communauté noire, aujourd'hui, en France, qu'est-ce que ça signifie? Parce que vous savez qu'on n'a pas tout à fait la même histoire que les États-Unis. Si aux États-Unis, la communauté noire, ça va de soi, pendant longtemps, en France, la communauté noire, on a eu du mal à la définir. Donc, ces dernières années, elle commence à être redéfinie, donc elle commence à être plus réactive, elle commence à s'organiser, et donc on en est là. On en est là, donc, et le deuxième postulat, c'est de parler des concernés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a eu l'exemple de Madame Taubira, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et pour qui, parce que j'écrivais aussi des articles à une certaine époque, j'ai écrit pas mal d'articles, mais quand même aussi, il y a des déceptions, parce que Madame Taubira, quand elle a été insultée, injuriée, malheureusement, certaines fois, elle n'a pas porté plainte. Donc, des fois aussi, il y a des déceptions, parce que, évidemment, quand des personnes noires sont au plus haut sommet de l'État, elles ne représentent pas qu'elles-mêmes, elles représentent toutes les personnes qui leur ressemblent, qui nous ressemblent. On a eu aussi le cas récent de Mme Laetitia Avia, de Jean-François Baille, et donc la question qui se pose aussi, c'est pourquoi est-ce que ces personnes ne montent pas au créneau pour faire des actions concrètes? Si on sort un peu des frontières de la France, on a Mme Cécile Etigné, qui était ministre en Italie et qui est aujourd'hui parlementaire européenne, députée européenne. Elle ne cesse de lutter contre le racisme, que ce soit en Italie. Elle a d'ailleurs porté une plainte contre un politicien italien qui l'avait insulté publiquement. Elle a gagné son procès. Et aujourd'hui, elle est très, très investie au niveau européen. On aimerait en dire de même pour nos ministres et représentants noirs politiciens. Donc, c'est un peu ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'effectivement, la communauté noire, a du mal à se définir comme communauté noire, a du mal à se reconnaître dans les politiciens noirs. Il faut le dire, hein, il faut faire notre autocritique. Et pour être si par exemple on prend un politicien, un député corse qui se retrouve à l'Assemblée nationale, vous pouvez être sûr que tous les jours il va défendre les droits de la Corse et que les rues seront refaites, la Corse sera au premier plan. S'il y a un député vendéen ou un ministre vendéen, on va parler de la Vendée tous les jours. Mais nous, quand on a des représentants noirs qui sont au plus haut niveau, eh bien, on se demande, c'est aussi ça le ressenti des personnes, eh bien, qu'est-ce qu'ils font pour nous? Où sont les droits des Noirs en France? Nous avons organisé le CRAN, un colloque sur les discriminations dans le domaine de la santé concernant les femmes, majoritairement.
Et nous étions malheureusement aussi surpris puisque on a eu une énorme mobilisation sur cette question-là. C'était à l'Assemblée nationale, c'était le 14 novembre 2018, mais nos députés noirs n'étaient pas présents. Donc c'est aussi cela qui se pose, c'est-à-dire que effectivement, vous posez la question juste, pourquoi est-ce que la communauté ne se mobilise pas? Eh bien, on se rend aussi compte que ces personnes qui aussi nous représentent, qu'elles le veuillent ou non, et la communauté ne se sent pas forcément aussi représentée par eux. Donc c'est un problème. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles, oui, vous tous qui vous joignez à nous à ce moment, nous recevons donc à l'instant Monsieur Ghislain V2, qui est le président du conseil du CRAN, entendu dans le conseil représentatif des associations noires de France. Et donc, il essaie de nous donner le contexte dans lequel aujourd'hui on se trouve en France pour ce qui est des discriminations raciales, du racisme anti-noir en France. Pendant que Ghislain V2 parlait, donc, notre invité de studio, elle s'appelle Samantha Bon, je vous prends la parole. Allez-y. Oui, bonsoir Ghislain. Moi, j'aimerais bien te poser une question. Du coup, voilà, c'est très intéressant ce que tu dis. Et j'aimerais savoir, est-ce que aujourd'hui, vous ne pensez pas que les Noirs ne se sentent plus unis par le simple fait qu'ils sont noirs, mais on peut trouver des personnes qui s'assimilent à d'autres aussi par d'autres critères, et de moins en moins le critère de la peau est le principal en fait. C'est une très bonne question, mais justement c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire que aujourd'hui justement les gens, la communauté noire, les personnes de la communauté noire, parce que c'est souvent la question qui est posée, c'est la suivante: est-ce qu'on peut se définir sur le critère d'une couleur de peau? Mais quand on pose la question comme ça, on la pose mal. Parce que ce qu'il faut comprendre en France, c'est qu'il y a eu plusieurs étapes concernant la communauté noire. La première étape, c'était au 16e, 17e siècle, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun mal à parler des personnes noires en France. Donc on en parlait naturellement, d'ailleurs institutionnellement, dans les institutions aussi on en parlait. Vous savez, vous avez entendu parler du Code noir, le premier Code noir, 1685, donc on en parlait, donc c'était très légal. Le deuxième Code noir, c'était en 1724. Donc ensuite, on avait une police des Noirs. Ça ne veut pas dire que c'était une police qui était composée des Noirs. Non, c'était une police qui était composée de personnes blanches et qui s'occupait exclusivement des Noirs, puisqu'il y avait de plus en plus de personnes africaines noires sur le territoire français. Donc ça, c'était en 1777. Puis ensuite, juste avant la Révolution française, 1789, on a eu ce qu'on a appelé la Société des Amis des Noirs. C'était en 1788. Donc on parlait des Noirs sans problème en France. Et ensuite, l'esclavage a été rétabli vers 1802, pardon. Il y a eu la deuxième révolution, puisque la première révolution française, c'est entre 1792 et 1794. Donc, on a eu... la première abolition, pardon, puisque la révolution, c'était en 1789. La première abolition entre 1792 et 1794. Deuxième abolition, 1848, la Solcher, et a été mis en place le travail forcé. Et le travail forcé a été aboli en 1946. Donc c'était une forme d'esclavage qui se perpétuait tout simplement. Et pour répondre à votre question, quand est-ce qu'on a arrêté de parler des personnes noires? Quand est-ce que les personnes noires ont arrêté de se définir comme noires et arrêté de dire oui, on ne doit pas se reconnaître uniquement par la couleur de peau? Eh bien ça arrive à la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a eu le drame de la Shoah. Les personnes d'origine juive ont été massacrées à cause de leur origine. Et donc, à partir de cela, il y a eu un énorme traumatisme en Europe et dans le monde où on a arrêté de parler de la question de la race. Et donc, ça vient de là. Donc, entre 1940 et 60, on arrête de parler de tout ce qui est race. On passe d'un débat nationaliste à un débat... on passe d'un débat racial à un débat nationaliste. Donc, De Gaulle arrive au pouvoir, il y a la Ve République. Et que dit la Ve République, l'article 2? La France est une et indivisible. Donc, on tombe dans le mythe national où on dit il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Et à partir des années 2000, les Noirs ont recommencé à s'organiser et à se nommer comme Noirs. Donc, le premier enjeu, c'est de se nommer. C'est vraiment de se nommer, parce que si on ne se nomme pas, on n'existe pas.
Et donc, c'est justement le problème, parce que on autorise, par exemple, il y a une polémique parce que Mme Sibeth Ndiaye s'est désignée comme étant black. Et donc, beaucoup de gens lui ont dit, mais pourquoi dire black? Il faut dire noir. On est noir. Donc, on a ces manies en France de ne pas nommer, parce qu'en France, il y a aussi le mythe de ce qu'on ne nomme pas n'existe pas. On a eu le fameux débat à l'Assemblée nationale avec le mot race, comme si en éliminant le mot race, on éliminait un problème. Donc, en France, quand on ne parle pas des Noirs, si on ne nomme pas Noirs, on ne parle pas des Noirs. Donc, le premier enjeu, c'est de se nommer. Donc, le CRAN, nous, on l'a fait dès 2005. Le deuxième enjeu, c'est de se compter combien on est. Donc, on a fait les premières statistiques en 2007, donc pour évaluer le nombre des Noirs en France. Et le troisième enjeu, c'est de connaître ses droits. Donc, pour répondre à votre question, il faut aussi avoir ce contexte historique. Et aujourd'hui, la question, ce n'est pas de dire est-ce qu'on se reconnaît ou non sous le prisme d'une couleur d'une peau. Quand on se nomme noir, c'est simplement pour exister dans un premier temps. Parce que pendant longtemps, la communauté noire n'a pas existé, simplement parce qu'elle ne se nommait pas. C'est-à-dire que des personnes blanches nommaient les noirs. Hein. Nous, on nous nommait. Moi, quand j'étais gamin, j'ai grandi ici. On nous nommait noirs. Mais nous, on n'avait pas le droit de se nommer. D'ailleurs, on a eu, pour ne pas citer, certaines associations, Touche pas à mon pote, qui parlaient pour nous. Aujourd'hui, on a énormément d'associations, d'organisations noires qui parlent pour elles-mêmes. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas dire que non plus que ce qui se passe avec Mme Ndiaye, et que tout le monde est contre Mme Ndiaye. Non, la communauté noire s'indigne. Aujourd'hui, on s'indigne. Ce qui se passe concernant Mme Ndiaye et puis les autres, Mme Taubira, n'est absolument pas normal. Mais aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est sommes-nous, en tant que communauté noire, suffisamment matures pour nous contenter de nous indigner? Parce qu'il y a un arsenal juridique qui existe. On ne peut pas se contenter de s'indigner quand on reçoit des injures à caractère racial. Donc, il y a des choses à faire, il y a des plaintes à porter, et si, à l'issue de cette plainte, il n'y a pas de résultat, il faut se poser la question de l'efficacité de l'arsenal juridique qui existe actuellement. Nous sommes avec Ghislain Vedeux, qui est le président du CRAN, entendu dans le Conseil représentatif des associations noires de France. Pendant que Ghislain Vedeux nous donne le contexte en fait dans lequel on vit aujourd'hui, pour ce qui est en fait du racisme anti-noir. Un autre invité nous a rejoint, il est responsable d'association, responsable de Agir pour l'égalité. Olivier Borel, bonsoir. Posez vos questions. Bonsoir Olivier Borel. Olivier Borel, vous nous recevez ou pas du tout? Apparemment, donc, on a perdu Olivier Borel, qui est responsable de Agir pour l'égalité. Si jamais il est avec nous, qu'il nous rappelle, donc, en fait. J'étais en train de dire, en fait, que la difficulté est là aujourd'hui. Il est question de comprendre pourquoi effectivement, on n'arrive pas du tout, à voir cette communauté noire, il faut la nommer, effectivement, de France, s'insurger, s'indigner publiquement lorsque un élu, on va dire un haut responsable, une personnalité est attaquée sur la seule base de sa couleur de peau. Apparemment, on fait signe côté technique. Olivier Borel est avec nous. Bonsoir Olivier Borel. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, la question que je vais poser à vous, qui êtes responsable de Agir pour l'égalité, qui à un moment, à une époque, vous étiez là également aussi vous défendez également les personnes qui subissent le racisme anti-noir. Dites-nous concrètement, au niveau des statistiques aujourd'hui, est-ce que les actes de racisme anti-noir ont reculé ou pas du tout à votre niveau? J'ai pas compris, excuse-moi. Est-ce que les actes de racisme anti-noir à votre niveau, au niveau du Rhône par exemple, ont reculé? Nous, on ne fait pas de statistiques ethniques, donc je ne pourrais pas te dire la différence des actes antiracistes anti-noirs, Bien. Les actes racistes anti-noirs ou anti-maghrébins. D'accord, je comprends. N'ayant donc pas les chiffres, comment expliquer qu'encore aujourd'hui en France, lorsqu'on nomme un ministre ou on nomme une personnalité d'origine noire, elle reçoit des injures, et cela semble ne heurter personne au niveau du gouvernement par exemple? Malheureusement, c'est effectivement monnaie courante dans notre pays. On a vu l'exemple de Christiane Taubira, on a vu aussi Najat Vallaud-Belkacem aussi qui avait subi ça avant Sibeth Ndiaye. Et ce qu'on peut regretter surtout, c'est qu'il y a assez peu finalement de paroles publiques pour s'élever contre ce genre de mise à partie, de prise à partie de personnes en raison de leur couleur de peau, parce que tout simplement ils rentrent dans un gouvernement de la République, quoi. Mais vous qui êtes responsable d'une structure qui agit contre le racisme,
Est-ce qu'il y a une recrudescence en fait de ces actes-là? Nous, cette année, ce qu'on observe, c'est qu'on a eu quasiment 50% de signalements en plus, de signalements d'actes de racisme ou de discrimination par rapport à l'an dernier. Donc, effectivement, une situation qui est plutôt en train de s'aggraver, qui est une observation d'ailleurs qu'on peut faire sur plusieurs années. Hein, c'est pas propre à cette année. Bon, cette année, il y a une raison pour nous qui est plus importante que les années précédentes. Mais depuis 4-5 ans, effectivement, on a vraiment une augmentation des signalements d'actes discriminatoires ou racistes. Est-ce que les juges, lorsque ces faits sont portés devant les tribunaux, déjà, d'après l'information, c'est pas évident que les Noirs qui sont victimes d'actes de racisme portent plainte, mais lorsqu'ils sont portés devant les tribunaux, est-ce que les juges quand même sanctionnent cela sévèrement? Le problème, c'est même pas, c'est même pas tant d'arriver jusqu'au juge. C'est déjà le premier frein, c'est les procureurs. Enfin, même, je dirais même, il y a un premier frein, c'est déjà le dépôt de plainte au commissariat de police. Parce que nous, on a un certain nombre de personnes qui viennent nous voir et qui disent que les policiers ont refusé d'enregistrer leur plainte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, un policier n'est absolument pas en droit de refuser l'enregistrement d'une plainte, quelle qu'elle soit. Le dépôt de plainte est un droit dans notre pays. Quel que soit le motif pour lequel on veut déposer une plainte, le policier est tenu de l'enregistrer. S'il le refuse, il faut porter plainte directement au procureur de la République et puis surtout signaler ce refus d'enregistrement de plainte au directeur départemental de la sécurité publique et au procureur de la République pour qu'ils prennent des sanctions. Après, effectivement, le deuxième filtre, c'est avec les procureurs de la République qui, malheureusement, trop souvent dans les affaires de racisme et de discrimination, classent les affaires sans suite. Et ça, malheureusement, c'est trop fréquent. Et nous, on l'a dans de nombreux dossiers qu'on nous jugeait relativement solides et sur lesquels le procureur n'a pas souhaité poursuivre. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Ghislain V2. Oui. Olivier Borel nous je dit... voulais réagir. Allez-y, réagissez. Je voulais réagir. Alors, ce que M. Borel a dit est très juste et je voudrais qu'on insiste sur un point. Il a dit très clairement, et il a raison, qu'aujourd'hui, quand ils reçoivent des signalements pour le racisme, eh bien, c'est pour le racisme. C'est global. Donc, c'est pas spécifiquement concernant une couleur de peau. Eh bien, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, quand même, le racisme est devenu polysémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de racisme, on parle de différentes formes de racisme. On parle d'islamophobie, on parle d'antisémitisme, on parle d'afrophobie. L'afrophobie, c'est le racisme qui concerne les Noirs. On parle aussi de homophobie. Donc, aujourd'hui, il existe des observatoires pour lutter contre certaines formes de racisme. Il existe l'observatoire pour lutter contre l'antisémitisme. Il existe l'observatoire pour lutter contre l'islamophobie. Il existe un observatoire pour lutter contre la homophobie. Mais il n'existe pas d'observatoire pour lutter contre l'afrophobie. Le 21 mars dernier, journée mondiale des luttes contre le racisme, nous avons lancé la première fois en France un observatoire pour la lutte contre le racisme anti-noir, l'afrophobie. Ça veut dire quoi? Et M. Borel a dit une chose très importante tout à l'heure. Il a dit, nous n'avons pas des chiffres exacts. Et c'est vrai, c'est tout le problème. C'est-à-dire, c'est pour cela que nous avons lancé, en 2007 déjà, le débat sur les statistiques. Alors, pendant longtemps, on nous a dit, oui, les statistiques sont interdites. Non, les statistiques ne sont pas interdites en France. C'est faux. Beaucoup de personnes confondent les fichiers ethniques et anonymes et les statistiques ethniques et anonymes et les fichiers ethniques et nominatifs. C'est pas du tout la même chose. Ce qui est nominatif, c'est illégal. Ce qui est anonyme, c'est autorisé. Et donc, on a lancé ce débat en France sur les statistiques. On a fait énormément de statistiques parce que quand on va voir les pouvoirs publics, si on veut pouvoir lutter contre une forme de racisme spécifique, en ce qui nous concerne, l'afrophobie, racisme anti-noir, eh bien, que nous disent les pouvoirs publics? Vous avez posé une question très juste tout à l'heure à M. Borel, et il ne pouvait pas répondre, et il vous l'a dit, parce qu'il n'a pas de statistiques. Donc, c'est important d'avoir des statistiques parce que justement, ça nous permet de mesurer si ça augmente ou si ça baisse. Et donc, quand on va voir les pouvoirs publics, ils nous disent « Ah ben non, il n'y a pas de statistiques, on ne peut pas vous répondre. » Et dans le même temps, on a cette idée reçue où on nous dit « Eh bien, le racisme, les statistiques sont interdites. » Eh bien, c'est faux. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, il faut rappeler le contexte de la loi. En France, on a 3 grandes lois pour lutter contre le racisme. Et ces lois sont arrivées dans des contextes spécifiques pour lutter contre des formes de racisme spécifiques. Ce n'est pas nous, au cran, ou les personnes qui avons décidé que le racisme était devenu polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens. C'est aussi la loi qui en a fait le constat.
première loi pour lutter contre le racisme en France, c'était un décret Marchandeau, 1939, pour lutter contre l'antisémitisme parce que malheureusement, les personnes juives étaient massacrées. Et donc, heureusement que cette loi arrivait pour protéger les personnes d'origine juive. La deuxième loi, c'est la loi Pleven, 1972. La loi Pleven, elle arrive pourquoi? Parce que depuis les années 60, eh bien, les personnes nord-africaines, les Algériens se font massacrer. Et donc, on appelait ça les ratonnades. Les ratonnades, ce n'est ni plus ni moins que les lynchages. Aux États-Unis, on pendait les Noirs. En France, eh bien, on jetait les Noirs dans la Seine, les Nord-Africains, les Maghrébins dans la Seine. Et donc, on appelait ça des ratonnades, on les tuait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1972 arrive cette loi pour protéger aussi la communauté, il faut le dire aussi, les personnes d'origine étrangère, aussi maghrébines. La troisième loi qui arrive, c'est la loi Guesso, 1990, donc pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Donc on se rend compte que ces trois lois arrivent dans des contextes spécifiques pour lutter contre des racismes spécifiques. Et tout à l'heure, vous posez une question, qu'est-ce qui se passe quand on arrive devant les juges? Alors, monsieur Olivier a très bien dit tout à l'heure, donc des fois, des plaintes ne sont même pas prises. Ça, c'est déjà la première des choses, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que même quand les plaintes sont prises, nous on a eu des cas, il y a une metteur en scène afrodescendante qui est relativement connue, qui s'appelle Evan Doumbia, qui s'est fait insulter en 2016 à Marseille de sale blague même pas baisable. Elle a porté plainte. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La personne a été acquittée. Donc ça veut dire que même quand il y a des personnes noires qui se font insulter et qui vont devant les tribunaux, il n'y a pas condamnation. Dans le même temps, on a eu une deuxième femme, une volleyeuse du côté de Valence, pareil, qui s'est fait insulter de Dirty Black. Elle a porté plainte. Eh bien, et il ne s'est rien passé. Nous-mêmes, au CRAN, nous avons déposé plusieurs plaintes. On a déposé la plainte, pour rappeler, pour la Nuit des Noirs à Dunkerque. Il ne s'est rien passé. Et dans le même temps, ce qu'il faut aussi mettre en parallèle, c'est qu'on a eu cette condamnation d'une personne qui a porté plainte pour racisme anti-blanc. La personne a pris 4 ans de prison, non 1 an, donc 3 ans avec sursis. Donc, ce qu'il faut se poser ici, la question ici, c'est quelle efficacité de la loi? C'est-à-dire que si aujourd'hui, on constate que des personnes qui portent plainte pour lutter contre l'afrophobie, si ce n'est pas sanctionné, eh bien c'est la loi qu'il faut changer. C'est la loi qu'il faut modifier. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler au CRAN, et puis aussi avec d'autres partenaires, pour que cette loi soit modifiée, pour qu'il y ait une loi pour lutter spécifiquement contre l'afrophobie. On ne peut pas continuer à avoir des actes racistes, des actes afrophobes, parce que quand on dit raciste, c'est global. C'est parce que quand on dit raciste, on va nous dire oui, mais on lutte contre des formes de racisme spécifiques. Non, il nous faut une loi pour lutter spécifiquement contre l'afrophobie. Si une personne, demain, elle sait qu'elle va insulter une personne noire et qu'elle va être sanctionnée, eh bien, elle ne le fera pas. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, ce sont des sanctions fermes et fortes. Et après, évidemment, il faut aussi beaucoup de pédagogie. Mais il faut des sanctions et cela passe aussi par un arsenal juridique qui doit être renforcé. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous recevons donc Ghislain V2, qui est le responsable, le président du CRAN, entendu dans le collectif représentatif des associations noires de France. Il nous donne le contexte dans lequel, en fait, on vit aujourd'hui le racisme anti-noir en France. Et également avec nous en ligne, il s'appelle Olivier Borel. Lui, il est le responsable de Agir pour l'égalité, une structure rhône-alpine, effectivement, qui lutte contre toute forme de discrimination. Dites-nous, Olivier Borel, est-ce que vous partagez ce point de vue de Ghislain V2 par rapport au fait qu'effectivement, il est question aujourd'hui de pouvoir mettre un outil en place pour pouvoir effectivement lutter efficacement contre le racisme anti-noir? Mais il est qu'on a un arsenal législatif qui est plutôt pas avancé. L'application de ces lois, parce que les procureurs qui sont formés soit juste au sein des instructions pour ne pas poursuivre dans le dossier, magistrat qui effectivement soit par méconnaissance. Alors je ne sais pas exactement où est le problème. Malheureusement, nous avons un souci au niveau de la qualité sonore de Olivier Borel. On vous quitte, Olivier Borel, 2 secondes. On vous retrouve dans quelques instants. Question de voir ce qu'il y a de faire sur le plan technique. Et je retrouve donc notre invitée de studio qui est Salamata Bans, qui elle aussi, elle est afrodescendante. Elle est sombre de peau, donc en fait, elle est noire. Elle est noire. Concernée par la question. Vous qui connaissez beaucoup plus l'Europe, puisqu'effectivement, né ici, grandi ici, ce dont on parle aujourd'hui, quand on parle de racisme, comment vous le vivez? Là, on fait soupirer là. Vous n'êtes pas concerné du tout?
Ah non, bien sûr, je suis concernée. C'est quelque chose avec... malheureusement, je vis depuis que je suis très petite. Euh, Moi, du coup, j'ai grandi en Italie, comme je l'ai dit. Là, c'est vraiment pas la même histoire qu'en France. C'est-à-dire, Bah, l'Italie n'a pas la même histoire d'immigration que celle française, déjà, je veux et dire. du coup, c'est plus virulent ou alors c'est beaucoup plus apaisé? Dites-nous. Bah, moi, je pense que j'ai la sensation que c'est pas le même type de racisme. Je sais pas si j'ai dit des bêtises, mais euh, en Italie, je trouve que c'est beaucoup plus visible, que c'est beaucoup plus manifeste. Alors que c'est vrai quand je déménageais en France et tout ça, c'est vrai que au début, je me disais, je pensais presque, j'étais tranquille, on va dire. J'avais moins de regard sur moi, des paroles dans ma vie de tous les jours. C'est beaucoup plus caché, c'est beaucoup plus, je sais pas comment le dire, mais C'est plus subtil en France. c'est ça. Comment vous le viviez en Italie? C'est vrai on est pas dans une sorte de comparaison de racisme, mais de l'Italie à ici aujourd'hui, comment vous l'avez vécu et comment le vivez Bah, en aujourd'hui? Italie, c'est très, c'est sous, comment on dit, c'est à midi, un peu, sous le plein soleil, quoi. C'est les gens, ils se cachent pas, les gens ne se gênent pas et toujours, quand tu vas réagir, à chaque fois, t'en fais trop ou tu joues la carte de la victime, quoi. En résumé, en France, c'est plus soft et ça vous va bien comme cela? Ça vous va bien? C'est pas plus soft. Justement, souvent, quand j'ai dit à des amis, oui, je viens d'Italie et tout, j'entends toujours une exclamation, ah, ça doit être dur là-bas pour les Noirs. Je dis oui, mais c'est dur ici aussi, en fait. Ce n'est pas parce que c'est plus subtil en France que c'est plus facile à vivre. Bien, je me tourne de nouveau donc vers président du CRAN, du Conseil représentatif des associations noires de France, qui est Ghislain V2. Une fois de plus, merci Ghislain de V2 d'être avec nous. De manière concrète aujourd'hui, que faites-vous pour qu'on sorte en fait de ce racisme qui est de plus en plus violent? Eh bien, simplement, il faut rappeler l'objet du CRAN. Donc, le CRAN, qu'est-ce que c'est le CRAN? Le CRAN, nous sommes organisés en France, dans les plus grandes villes, Paris, Marseille, sur le plan local, Bordeaux, Nantes, à Lyon, nous sommes en train d'installer une antenne, à Lille. Donc, nous sommes installés sur le plan local, sur le plan national. Nous sommes aussi installés en Afrique, en Europe, en Belgique. Nous luttons contre l'afrophobie, je l'ai dit tout à l'heure, contre le colonialisme, contre les discriminations. Et tout à l'heure, Madame sur le plateau le disait, en Italie, Salamanta c'est plus Bans. visible. Voilà, voilà. En Italie, c'est plus visible. En France, c'est plus insidieux. Donc, il faut un peu parler aussi des manifestations du racisme. Il y a, si j'ose dire, 3 manifestations de racisme. Il y a d'abord, je pourrais dire, au premier plan, ce qu'on appellerait le racisme primaire. Ce sont des insultes, ce sont des agressions, ce sont des regards. Donc, en Italie, ça doit certainement un peu plus se manifester comme ça, comme dans les pays de l'Est, où j'ai pu voyager, où on n'hésite pas dans la rue à vous regarder, à vous interpeller avec des mots grossiers. Ensuite, il y a l'autre niveau qui est plus symbolique. C'est le racisme ordinaire, celui qu'on banalise, celui qu'on retrouve dans des phrases, vous savez, tout ce qui a trait à la négativité. Un chat noir, j'ai passé une nuit noire, des pâtisseries racistes, on va boire on va manger des têtes de nègres. Ghislain V2, pardon de vous couper, puisqu'il nous reste à peine 1 minute, en une phrase rapidement, 60 secondes. Dites-nous de manière concrète aujourd'hui, comment vous y prenez et pour effectivement faire reculer cela Très simplement, en 30 on secondes. a mis en place les statistiques, on a lancé le débat sur les statistiques. Les statistiques permettent de mesurer le racisme et de pouvoir combattre. Donc ça veut dire qu'avec le CSA, par exemple, on a obligé le CSA à mettre en place, c'est la haute autorité de l'audiovisuel, à mettre en place un observatoire pour lutter contre les discriminations. On a créé un observatoire, je vous le disais là, pour l'afrophobie. On a aussi obtenu certains résultats concrets. On a organisé
un colloque à l'Assemblée nationale sur les discriminations dans le domaine de la santé. Donc on met en place un certain nombre d'actions comme ça, très très concrètes, très très efficaces. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir un pied dans la rue et avoir l'autre pied dans les institutions. Et je vais terminer là-dessus. Vous êtes certainement au courant, il y a une résolution qui a été votée mardi dernier à Strasbourg. J'ai été au Parlement européen où, pour la première fois en Europe, il y a une résolution qui a été votée pour justement que des politiques soient mises en place dans tous les pays membres de l'Union européenne pour lutter concrètement contre le racisme anti-noir. Merci beaucoup, Ghislain Vedeux. Voilà. Merci, désolé de vous couper comme ça de manière un peu brutale. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On vous retrouve éventuellement, si besoin en est, les prochaines fois. Bonne soirée. Merci, au revoir. Samantha Bans, merci d'avoir accepté de venir dans notre studio pour nous parler de l'événement du 13 avril prochain. Merci à toi, Juvenal. Merci. Alors, amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. On finit pratiquement au pas de course. On espère vous retrouver mardi prochain pour d'autres informations. D'ici là, on vous souhaite une agréable soirée. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique,